Aubert qui va intervenir sur la retraite, qui fera l'objet de 2 émissions, et le titre, la retraite, coût ou investissement. À toi, Fabrice. Merci, merci vous tous. Alors, j'ai traité cette question il y a déjà plus de 3 ans. Les 2 dossiers d'ailleurs que je vous ai donnés ont plus de 3 ans. Cela étant, à la relecture, ils n'ont pas pris une ride en termes de retraite. Pourquoi j'appelle ça la retraite coût ou investissement? C'est-à-dire que pour moi, la retraite, c'est ni un coût ni une dépense, mais c'est un investissement de la société pour elle-même. Et c'est comme ça qu'il faut la définir. Mais je vais, comment dire, à la fois commencer par les fins et vous dire que le mot retraite n'est pas le bon mot. Parce que si tu prends le mot retraite, retraite, ça fait penser à quoi? Par exemple, la retraite de Russie, de Napoléon. La retraite, c'est une mise en retrait. Donc, si tu veux, c'est déjà dans le mot lui-même, et compte tenu de l'idéologie, que c'est quelque chose de négatif. Tu te retires de la vie active. Alors que dans la réalité, ce qui se passe, et Dany en est un témoin exemplaire, parce que ça fait bientôt 6 ans qu'il est en retraite, il n'a jamais été autant actif qu'aujourd'hui. Il ne cesse de développer, d'ailleurs on l'a entendu, il ne cesse de développer des activités. La différence, c'est que l'activité qu'il génère, elle est sociale et elle ne répond pas aux besoins de profit, donc de distribution de dividendes. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, ce qu'on appelle retraite, c'est une liberté d'activité, de création, de loisirs et d'activités, comment dirais-je, multiples. Bon. Et si on commence à comprendre ce qu'on appelle retraite, entre guillemets, ainsi, on comprend mieux que ce n'est pas une dépense, que ce n'est pas un coût, mais que c'est bien un investissement de la société pour elle-même. Je veux rappeler ici, pour bien faire comprendre les choses avant la sémantique, que la retraite, au moment où je l'ai écrit, c'était un flux financier, je parle de flux financier, non pas de dépenses, de 325 milliards. Aujourd'hui, ça doit être de l'ordre de 340 milliards. Je redis, un flux financier. Mais ce flux financier, à quoi il sert? Il sert à permettre aux retraités de continuer à toucher un revenu d'activité correspondant à leur activité du moment, et qui n'est plus une activité profitable au sens du marché et des capitalistes. Et c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, 48% des présidents d'associations sont des retraités. T'appelles ça une inactivité, toi? Parce que si on devait intégrer dans le PIB ce que produisent les retraités en termes d'activité, c'est pas un coût, mais c'est bien un flux financier de réponse aux besoins sociaux. Pense à tous ceux qui sont présidents de clubs de bridge, de clubs de boules, et j'aime pas forcément jouer à la pétanque, comme on dit à Marseille, et de clubs de football qui s'occupent des jeunes. Enfin, si on devait mesurer en termes de coût ce que ça coûte si on avait comment dire, à industrialiser tout ça, mais ça serait énorme. Et en fait, c'est ça qu'il faudrait comptabiliser. C'est-à-dire toute activité générée par ce qu'on appelle les retraités, qui ne sont pas des retraités, mais qui sont des actifs au service de la société et du collectif. Est-ce que je suis clair? Alors, vous savez qu'il y a quelques années, il y a eu un certain rapport qui s'est appelé le rapport Delevoye. Et c'est ce rapport que j'ai commencé par analyser. Ce rapport, vous le savez, voulait créer un système de retraite universel. Alors déjà, universel, comment dire? Universel et unique, hein, puisque c'était le même pour tous. Mais comprenons, il ne peut pas être unique. Pourquoi? Parce que nous avons tous des métiers différents. Donc la manière de fonctionner, la manière de cotiser, la manière de travailler est différente. Donc, et c'est pour ça qu'il y avait, je vais dire un chiffre que j'ai plus en tête, mais au moins 36 régimes de retraite différents. Sans compter les régimes des fonctionnaires, et encore,
une autre logique, une autre solution, une autre dynamique, et qu'on ne me dise pas que les fonctionnaires ça coûte, qu'on a vu comment les pompiers étaient sur le front tout cet été au moment des feux, ce sont des fonctionnaires. Hein, et les hôpitaux, les sages-femmes, pour les naissances, les infirmières. Donc, il faut bien comprendre que ce qui a été construit dans le cadre de l'histoire, grâce à Ambroise Croizat, ministre communiste au moment du Conseil national de la Résistance, a cherché à répondre le mieux possible, non pas une théorie absolue ou un système qu'on applique sur tout le monde de manière unique et uniforme, mais à partir du réel concret. Et donc est parti de la réalité de ce qu'on appelle les branches professionnelles. La retraite a été construite par branches professionnelles. Et donc s'appuie sur la réalité du travail dans chacune des branches. D'où par exemple pour les cheminots, qui ont certaines facilités à l'époque, dans le cadre de leur retraite, mais qui avaient aussi les contraintes. Les jours contraints, les dimanches passés loin de la maison, etc., etc. Et qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas la réalité de leur travail. On n'a que l'idéologie programmée par la télévision aux heures de grande écoute. C'est tout ce qu'on a. Et dans cette analyse sémantique, il était écrit notamment qu'il fallait un système équitable. Alors, je vous alerte sur le sens du mot équitable. Parce que c'est un faux ami. Tout le monde pense que c'est un mot juste. Mais il se substitue, dans le cadre du capitalisme mondialisé, le mot équitable se substitue de plus en plus au mot égalité. Observez que sur la bannière de nos bâtiments publics, il est écrit liberté, égalité, fraternité, et non pas liberté, équité, fraternité. Mais pourquoi? Pourquoi le mot équitable a été utilisé? Il suffit de penser à la différence de traitement entre les hommes et les femmes. Je parle des salaires. Aujourd'hui, à qualification égale, au minimum, il y a une différence de salaire entre les hommes et les femmes de 20%. Il est évident qu'on ne peut pas, dans ce cadre, parler d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Donc, pour permettre de justifier cette inégalité, de fait, qui est une construction économique du système, on va parler alors de salaire équitable. Donc le mot équitable est un concept dont la volonté est de masquer l'inégalité profonde du système économique. Est-ce que c'est clair? Absolument. Alors, autre observation. Un système de retraite pilotable et apte à faire face aux aléas économiques et démographiques. Pilotable, ça veut dire qu'on peut le piloter. Alors que ce qui a été défini par Ambroise Croizat, c'est que c'était les salariés qui devaient le piloter. Et en fonction des cotisations. Et il était rajouté une gouvernance innovante du futur système. Mais gouvernance, je vous l'ai déjà traité. C'est la synthèse de deux mots. C'est la combinaison du mot gouvernement et finance. La gouvernance, c'est la financiarisation du gouvernement. Donc, une gouvernance des retraites, c'est la financiarisation des retraites. Et d'ailleurs, c'était écrit juste au-dessus. Un système de retraite pilotable et apte à faire face aux aléas économiques et démographiques. Donc, ce qui compte, c'est pas la réponse aux besoins des retraités, entre guillemets, puisque je vous l'ai traité, mais de répondre en priorité aux aléas économiques et démographiques. Or, observez, depuis 20 ans, nous ne cessons d'être en crise. Donc, en fait, en construisant un système apte à faire face aux aléas économiques et démographiques, compte tenu du système dans lequel on est, qui est toujours en crise, ça veut dire en fait faire porter sur les retraités les aléas de la crise. Et évidemment, la contrepartie de tout ça, c'est que ce sont bien les flux financiers, du marché financier, de la capitalisation, et on l'a vu avec ce qu'on appelle les hyper-profits spéculatifs du pétrole, du gaz et compagnie, le mettre en avant de tout. Et donc l'homme devient, et la femme surtout, une variable d'ajustement. Je dis la femme parce que
observez que le moyen de financer la retraite, c'est ce qu'on appelle les cotisations sociales, et la part retraite là-dedans. Mais la question du flux financier de ces cotisations dépend de deux choses. D'une part, du nombre d'emplois. Nous sommes d'accord. Plus il y a d'emplois, plus il y a de cotisations. Mais pas simplement en termes quantitatifs, en termes aussi qualitatifs. Si tu te mets à remplacer tous ceux qui travaillent à un niveau bac plus 2, technicien, ingénieur cadre, et que tu baisses leur salaire, de fait, ça va baisser les cotisations. Bien sûr. Oui. Eh bien, Salut à toi aussi. Content de te retrouver. Ben, nous aussi. On va te répondre, René. Alors, ou Fabrice, tu peux reformuler. Donc, il y a un auditeur qui vient d'intervenir. Donc, Fabrice, si tu peux reformuler sa question et y répondre pour que ce soit enregistré. Bah, les retraités cotisent au système de retraite. Mais moi, j'ai pas de commentaire à faire. C'est juste. Et donc, c'est pas discutable. Enfin, il faut savoir que, y compris sur la question du chômage, les fonctionnaires cotisent un tout petit peu au système d'indemnité UNEDIC, une solidarité minimum. Et parce que notre système de retraite, c'est un système de retraite, je ne l'ai pas dit, je m'en excuse auprès de tout le monde, qui est de solidarité interprofessionnelle et intergénérationnelle. Ce sont les cotisations des actifs qui vont directement financer les retraites de ceux qui sont en activité différente. Et là, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de marché financier qui vient prendre sa ponction au passage. Alors que justement, ce qu'ils veulent, c'est en mettant en cause le niveau de prestation des retraites, qui ne cesse de baisser, inciter les plus hauts cadres à faire le choix de la capitalisation individuelle. Parce que la capitalisation individuelle, c'est ce qui va permettre aux banques de pouvoir récupérer l'argent de ces nouvelles cotisations, qui sont des assurances privées, et qui vont permettre de générer de l'activité de flux financiers des banques. Et avec un résultat complètement aléatoire, puisque, qu'est-ce qui se passe? Le cadre va, en plus de ses cotisations normales, pour les retraités, il va accepter que la banque prélève une partie de son salaire pour le mettre en situation d'activité financière. D'accord? C'est les placements. Mais admettons qu'il y ait une crise. Bah, ton système, il craque. Tous les systèmes de capitalisation, mettez-vous en 2008, au moment du crack, tous les systèmes de capitalisation des retraites ont été flingués. Et le seul moyen qui s'est passé pour renflouer au minimum et permettre à ceux qui étaient retraités d'avoir un minimum, vous savez ce qui s'est passé aux États-Unis? Ben, c'est l'État américain qui est venu au secours. C'est-à-dire, une fois de plus, c'est l'argent public qui vient au secours de la crise des marchés. On joue le rôle en permanence de béquille du capital. Hein? On peut aussi prendre l'exemple de l'Angleterre. Absolument. La Grande-Bretagne s'est trouvée dans la même situation. Et observez à quel point ils veulent à tout prix tuer le système de retraite qu'on a par répartition solidaire, c'est de mettre en cause en permanence notre système de retraite. Et je crois que c'est...
je suis pas sûr, mais c'est le 28 ou 29 septembre, il y a une manifestation organisée contre la vie chère et sur la question des retraites. Bien sûr qu'il faut y aller. 29 septembre, merci. Et il faut y aller pourquoi? Parce que si tu n'y vas pas, si tu n'y vas pas, ça veut dire que tu es d'accord avec ce qui se passe. Là, la réalité, elle est concrète. Hein. C'est plus dans 10 ou 15 ans. Hein. Je vous le dis. Ça va débouler sec sur nos droits à vie ultérieure en dehors du travail contraint, imposé par le capital en vue de percevoir des dividendes, qui en plus s'envolent en volutes de fumée. Alors, voilà, c'est ça. Le système universel de retraite remplacera les 42 régimes obligatoires. Vous voyez, c'était pas 36, c'était 42. Hein, mais j'en étais pas très loin. Alors, l'objectif, dans le système universel, le dispositif de taux plein sera conservé, assorti comme aujourd'hui, d'une décote et d'une surcote. Alors, ça introduit l'idée, la décote, c'est que si tu n'as pas fait tous les trimestres, tu as une décote. Et alors, on t'incite à aller plus loin que 62 ans aujourd'hui, qui est l'âge légal, par incitation à une surcote si tu vas plus loin que 62 ans. Sauf que je vous dis le réel. Moi, j'ai 64 ans. Je suis toujours en activité au service du profit. Et j'ai une décote. Alors que je vais partir. J'ai une décote. Et au lieu de ce qu'ils nous racontent en permanence, que les fonctionnaires partent avec 75% de leur dernier traitement, c'est faux. C'est 66%. Depuis 20 ans, le taux de remplacement ne cesse de baisser. Et ça confirme ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de remettre en cause le système de retraite pour espérer que les gens soient incités à prendre un système de retraite par capitalisation qui, de toute façon, lors de la prochaine crise financière, je vous le dis, qui est déjà dans les tuyaux, vous fera exploser. Et vous n'aurez plus de retraite. Vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. C'est ça la réalité. Donc, sans lutte de classe sur cette question, manifestation, grève, blocage, comme en 1936, on va tous pleurer. Tous pleurer. Et je ne te dis pas, nos enfants, tout à l'heure je vous parlais des emplois, mais aujourd'hui, dans l'emploi, on peut parler d'ubérisation sociale, c'est-à-dire où la question de la sécurité du travail par un CDI n'existe plus. Moi, au début des années 80, 85% des offres d'emploi du secteur privé, c'était du CDI. Aujourd'hui, c'est l'inverse. 85% des offres d'emploi du secteur privé, c'est du hors CDI. Un pilotage de l'âge du taux plein pour tenir compte de l'évolution de l'espérance de vie et de l'allongement de la durée passée en retraite. C'est-à-dire ta retraite, c'est plus un truc qui va être calculé pour tes droits, c'est un truc qui va être adapté en fonction de la situation démographique du moment et du niveau et du niveau financier qui existe dans la caisse de retraite. Tu vois à quel point la retraite devient une variable d'ajustement du système financier. Alors que, je vais le répéter, puis je vais terminer comme ça on va pouvoir peut-être échanger, hein, je vais répéter et le redire. La retraite, c'est un investissement de la société pour elle-même. Et je vais terminer par cette image, qui pour moi est très importante. On va commencer par les fins. Le fonctionnement de la retraite solidaire, c'est exactement le fonctionnement d'un barrage hydraulique. C'est quoi un barrage hydraulique? Ça pompe de l'eau en amont. Ça fait fonctionner les turbines qui produisent de l'énergie. Et ça rend l'eau à la rivière pour d'autres activités, que sont l'agriculture, et puis la pêche, ou éventuellement aussi la fourniture d'eau pour les populations. Donc tu imagines, c'est ça. Eh ben, notre système de retraite, c'est ça. Ce sont des cotisations sociales en amont qui sont perçues directement par les retraités. Et que font les retraités? Ils font turbiner le machin. 2 sièges sur 3 des Airbus sont occupés par des retraités en bonne santé. En termes macroéconomiques, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que 2 Airbus sur 3 vendus dans le monde le sont du fait qu'il y a des retraités en bonne santé et ayant des prestations de retraite correctes. Donc tu supprimes les retraites, tu supprimes le débouché de tes activités industrielles. Alors l'Airbus, c'est pas un bon exemple, parce que c'est de l'avion et qu'il faut supprimer... Mais c'est pour faire comprendre, si tu veux. Le char à voile, t'as pas des... Ah, le char à voile. Pour le PSG, peut-être. Ouais, ça tourne plus rond, le ballon. Voilà. Écoutez, je vous écoute si vous avez des réactions. Oui, moi je voulais juste savoir, bon, le travail splendide qui a été fait là, bon, se base sur le rapport d'il y a 3 ans environ, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une évolution? Bon, les retraites vont revenir sur le tapis, hein, bon, d'ici quelques mois, enfin je ne sais pas exactement quand, mais dans pas longtemps. Est-ce que tu penses que le rapport va s'appuyer sur ce rapport-là, ou alors éventuellement il y aura des axes différents, vu qu'on a quand même une assemblée beaucoup plus large aujourd'hui, par exemple? Alors, c'est une bonne question que tu poses. Merci. Oh, c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Jamais. D'abord, je suis toujours positif, moi. Je suis très incisif et très critique, mais je suis toujours positif. Non, je pense que ça va être abandonné. Parce que je te rappelle que Delevoye a été chopé au coin du virage, puisque il était aussi membre d'un conseil d'administration d'une société qui incitait à ce que la retraite se fasse par capitalisation. Donc on voit avec un euro versé, c'est ça? Voilà. Donc non, ça ne s'appuiera pas sur le rapport Delevoye. Et puis rappelons-nous que finalement on a gagné par rapport au rapport Delevoye, puisque il a été retiré, non pas grâce au Covid, le Covid a aidé, mais du fait des mobilisations qui ont lieu et surtout des sondages qui montraient qu'une majorité de la population était contre le système qui était proposé. Ben voilà, c'est important de voir quoi. Donc quelles vont être les évolutions. Est-ce que la nouvelle Assemblée va permettre une vision un peu différente? Est-ce qu'il va y avoir un assouplissement des visions du parti de gouvernement, quoi? Alors, rajoutons, il faut se méfier, parce que la dernière réforme des retraites qui a eu lieu est une réforme invisible. Oui. Qui est, excusez-moi l'expression, je vais encore me faire attaquer, c'est une pourriture qu'il a faite. C'est Marisol Touraine, ministre socialiste des Affaires sociales à l'époque, et qui a introduit, et c'est même pas passé en loi, une modification très marginale, mais qui fait que, à partir de la génération 57, et moi je suis de la génération 58, il fallait cotiser 2 trimestres de plus par an. Donc moi, c'était 4 trimestres, mais la génération 59, ça va être 6, la génération 60, ça va être 8, voilà. Et donc, si on ne se bat pas pour revenir sur la réforme Touraine, on n'a rien. Je veux rappeler que la CGT propose, elle, alors je dis la CGT parce que c'est quand même le syndicat en pointe, en tout cas sur ces questions, bon, mais Sud a des revendications comparables et la FSU aussi, hein. C'est retour à la retraite à 60 ans, 37,5 bonnes années de cotisation, et pas 42, et départ 75% du salaire. Voilà. Et les 66%, ça va encore baisser pour les générations qui viennent après. Voilà. Donc, non, mais je vais répéter. Si tu ne comprends pas la philosophie, que ça ne coûte pas, c'est un investissement de la société pour elle-même, tu n'as rien compris. Je veux dire, à l'époque, c'était simple. Quand on était dans le monde paysan, qu'est-ce qui se passait? Pourquoi on faisait beaucoup d'enfants? Les enfants étaient la retraite des anciens agriculteurs. C'est-à-dire, une fois qu'ils étaient âgés, ils arrêtaient leur activité où ils s'occupaient de la basse-cour, des poules et allaient ramasser des champignons en forêt, et c'était les enfants qui prenaient le relais de la ferme. Ça, c'était la retraite.
Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Et c'était une retraite solidaire, dans la famille. On a simplement construit ce système de solidarité par une logique de flux financier permanent qui s'appelle la cotisation. C'est tout. Donc, porter atteinte à la retraite, c'est porter atteinte à la solidarité humaine entre nous tous. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, la retraite, ça ne nous coûte pas. C'est un investissement de la société pour elle-même. Alors, pour répondre à la question concernant les débats parlementaires, je pense qu'il serait très hasardeux de laisser nos retraites au débat parlementaire parce qu'on ne sait pas comment les accords vont être passés. Et il y a tout à craindre des députés du RN qui ont toujours été au service du capital, même s'ils arrivent à convaincre les classes populaires de voter pour eux. 5 minutes. Je reviens sur ces 42 régimes différents. Alors, ça te paraît normal, si tu le dis, c'est en fonction du travail qu'on faisait, etc. On a cotisé d'une certaine façon, c'est normal qu'on touche donc une retraite en fonction de ce travail-là. Mais à la fois, pour beaucoup de gens, le fait qu'il y ait ces 42 systèmes, il y a un sentiment d'inégalité, de sentiment que certains sont favorisés par rapport à d'autres. Et ça, c'est quelque chose qui dans l'esprit de beaucoup de gens, comme je viens de le dire, est-ce qu'il ne serait pas mieux, je reviens, on parle de la retraite universelle, pourquoi pas ne pas faire quelque chose, je ne vais pas dire équitable, égalitaire, qui puisse contenter tout le monde, qui puisse assurer à tout le monde une retraite digne et respectable, et donc pouvoir rentrer dans ce flux vertueux que tu as dit justement qui est la retraite, plutôt que de continuer avec 42 systèmes souvent incompréhensibles pour beaucoup et qui parfois sont désuets parce que les choses ont changé entre au moment où on a créé cette retraite des conditions de travail et les conditions de travail maintenant. Alors, la question que tu poses est légitime. Merci. C'est aussi, comment dire, l'idéologie développée aujourd'hui par les médias sur cette question. Hein, et il ne faut pas se tromper. C'est bien les médias qui présentent les 42 régimes comme étant injustes, inéquitables, tout ce que tu veux. Ça peut sembler injuste. Je ne sais Voilà. pas si réellement ça l'est. Je ne suis pas un spécialiste, mais ça peut sembler pour beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Les inégalités, elles naissent de quoi? Elles naissent du fait que nous n'avons pas su réagir en commun au moment des premières attaques. Et les premières attaques ont atteint le privé, pas le public. Et là, il faut le dire, il faut le souligner, il y a un manque de réactivité face à l'attaque, de ne pas avoir compris qu'après le privé, le public serait atteint. Donc, quand nos collègues du secteur privé ont été attaqués, le service public ne s'est pas mobilisé en solidarité, en tout cas assez. Ça s'est fait parmi peut-être quelques militants, mais pas en masse. Une fois les attaques faites sur le système de retraite du secteur privé, en passant de 40 annuités à 42 annuités, eh ben, il était plus facile de s'attaquer au service public et de dire au nom justement de l'égalité, pour le coup, qu'il fallait imposer aussi au public les 42 annuités. Et c'est comme ça que, de barreau en barreau, tu te retrouves avec un système qui recule en permanence. Puis l'égalité, c'est toujours vers le bas, alors bon. Voilà. Et toutes les alors, le mot réforme, c'est un retour en arrière. C'est ça le mot réforme. Nous, on est pour une révolution progressive. Je vais quand même te redire les propositions qui étaient faites par la CGT. Garantir la possibilité d'un départ à 60 ans, la décision étant à l'initiative du salarié. C'est-à-dire, si tu veux aller un peu plus loin, tu peux. Pour les salariés exposés à des facteurs de pénibilité, départ anticipé à 55 ans ou un trimestre de départ anticipé par année d'exposition. Assurer un niveau de pension d'au moins 75% du revenu d'activité pour une carrière complète. Élever le minimum de pension au niveau du SMIC pour une carrière complète. SMIC à 1 900 €.
D'accord? Tu vois, on n'y est pas. Indexer les pensions sur l'évolution des salaires et non les prix, parce qu'ils ont fait une indexation sur les prix. Or, les salaires évoluent toujours plus que les prix. Même si c'est pas beaucoup, mais c'est un peu plus. Et les retraités y ont perdu. Même qu'à un moment donné, ils ont été complètement désindexés, et ce n'est que dernièrement, au vu de l'inflation, qu'ils ont réindexé sur l'inflation. Nous sommes d'accord. On ne récupère pas le retard. Ben évidemment. Ben évidemment. Tu sais que moi, j'ai perdu 25% de pouvoir d'achat en 20 ans. C'est 1 000 € par mois pour moi. Eh oui. 1 000 €. Hein, et je ne te dis j'ai pas la les- retraite. les mouchoirs, Reconnaître la j'avais- pénibilité par une politique de prévention et de réparation, amélioration des fins de carrière, par exemple, temps partiel, donc tu vois qu'on peut essayer de faire évoluer le système, on n'est pas fermé, et de départ anticipé dans des conditions permettant réellement de les prendre. Une politique volontariste d'égalité salariale, femmes-hommes, améliorant la retraite des femmes et abondant les ressources des régimes. Je rappelle que si le salaire des hommes et des femmes était égal à celui des hommes, ça permettrait de financer le retour à 60 ans pour tout le monde. D'accord? Donc on voit que la question, c'est soit tu recules, soit tu avances. Mais si tu recules, ça veut dire que tu laisses le capital avancer sur toi. Et sans que ça règle le moindre problème. Le taux de chômage, contrairement à ce qu'il nous raconte, il est au-dessus de 10%. Il n'est pas à 6%. Ils ont fait des stages, ils ont inscrit des gens partout dans les écoles, dans les lycées professionnels pour éliminer le chômage. Donc, c'est une élimination managériale, bureaucratique, mais les demandeurs d'emploi en tant que tels, ils continuent à exister et ils souffrent. Et ils souffrent. Avec le capitalisme actuel, on est dans une société de la souffrance. Et le monde numérique, parce que tout ce qui est introduit, les retraites maintenant, c'est tout par numérique, le monde numérique qu'on nous impose, c'est le monde de la trique. Voilà, je ne sais pas Oui, si... sur ces entreprises, j'espère que les négociations à venir seront bénéfiques. Mais enfin, bon, on peut toujours croire à n'importe quoi. Hein. Non, je pense que tu ne peux négocier dans ce pays que suite à un rapport de force établi par le monde du travail. De toute façon, tu l'as dit tout à l'heure. C'est ça le concept rapport de force classe. du privé n'a pas été bon. Voilà. Et le rapport de force ailleurs a été meilleur. Donc voilà, donc Je veux dire, un rapport de force. Nous avons les moyens de bloquer le pays comme en 1936. Et en 1936, la solution en 15 jours, elle a été trouvée. Hein. Ouais. Et les négociations ont été très rapides, là. Hein. Donc, si on oublie cette histoire, on ne peut que revivre les situations du passé. Et moi, je vais te dire, j'ai une maison, je suis à 1200 mètres de la mer, tout est payé, je vais m'en sortir. Mais c'est pas à moi que je pense quand je fais cette émission. C'est pas à moi que je pense. C'est aux jeunes. Quel avenir on leur laisse? Une retraite détruite, un environnement détruit, une énergie, t'en as plus. Tu as la guerre, alors qu'on nous avait promis avec l'Europe, ça serait la fin de la guerre. Tu as la guerre en Europe. Bon, quel monde on laisse? Notre responsabilité, c'est celle-là. Mais quand je dis ça, je dis aux jeunes, mais que faites-vous? Parce que si vous n'allez pas manifester, ça veut dire que vous êtes d'accord avec les coups de trick que vous allez recevoir. Je le dis. Moi, t'imagines, j'ai 64 ans, j'ai manifesté 50 ans de ma vie. Et Dany peut en témoigner. J'ai fait toutes tes grèves. Il me retire 2 trimestres pour faire de grève. Tu le sais, ça? Et après, on te dit que les syndicalistes, c'est des mecs, c'est des planqués. Voilà, c'est ça la réalité. Moi, je te dis la réalité.